Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un monde à vif. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la Colombie. Un accord de paix avait été signé en 2016. Il mettait fin à 50 ans de conflit entre le gouvernement et les forces armées révolutionnaires. En 2017, cette guérilla achevait de remettre les armes, mais fin août, dans une vidéo diffusée sur Internet, Iván Márquez, le négociateur de l'accord, et plusieurs commandants historiques des FARC annonçaient qu'ils reprenaient le maquis. Alors, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé avec Mathilde Alain. Bonjour, Bonjour. Vous êtes politiste, chercheuse associée au CREDA, le Centre de recherche et de documentation des Amériques, un laboratoire. Et puis, vous êtes par ailleurs chercheuse pour le collectif Noria. Alors, la première question, elle est simple, c'est que se passe-t-il? Pourquoi on est passé en 3 ans d'un immense espoir, c'est-à-dire la fin d'un conflit vieux de 50 ans, et aujourd'hui, on a l'impression que tout ça est mis à bas? Eh bien, si vous le voulez bien, on peut revenir un petit peu sur ces 3 ans qui se sont déroulés entre la décision de ratifier cet accord de paix et puis sa mise en œuvre jusqu'à la reprise des armes par une partie des FARC. Tout d'abord, cette reprise des armes, elle est symptomatique de ce qui se passe en ce moment en Colombie, c'est-à-dire le processus de paix est entre guillemets à l'arrêt, puisque de nombreuses mesures n'ont pas été mises en œuvre. Et puis si on revient un petit peu sur l'histoire de ce processus de paix, de 2012 à 2016, les FARC négocient avec le gouvernement colombien à La Havane, et les FARC, ce sont seulement une des guérillas en Colombie, il existe d'autres acteurs armés en Colombie. En octobre est soumis à référendum cet accord de paix, il est rejeté par les Colombiens et il va être ensuite revu très rapidement, un peu en catimini, pour être ratifié en novembre 2016. Donc déjà, il y a une certaine difficulté à mettre en œuvre et à faire accepter aux Colombiens ce processus de paix. Et puis ensuite, en 2018, on a l'arrivée au pouvoir d'Iván Duque, un président qui s'est toujours opposé à la mise en place d'un accord de paix. Donc on peut comprendre que ce processus est mal parti depuis le début. Alors vous dites de nombreuses mesures n'ont pas été mises en œuvre. Alors est-ce qu'on peut dire exactement, est-ce que vous pouvez nous dire exactement quelles sont ces mesures qui n'ont pas été mises en œuvre et qui expliquent aujourd'hui le retour aux armes de certains commandants des FARC? Alors l'accord de paix, il était constitué de 5 principaux points. Et le point qui intéressait le plus ces commandants, c'était le point de la participation politique, donc de la transformation de la guérilla en parti politique, ce qui a été fait. Le parti FARC a été créé. Cependant, il y a eu une certaine lenteur à mettre en œuvre la sécurité politique et juridique des représentants du parti FARC et aussi des anciens commandants qui avaient peur finalement de ne pas faire partie du processus de justice transitionnelle et d'être catégorisés comme des délinquants communs et donc de passer par la justice ordinaire. Et finalement, c'était un manque de volonté politique pour affirmer qu'il y avait cette sécurité juridique pour ces commandants-là. Bien sûr, ceci n'explique pas tout. Il faut aussi regarder les reconfigurations territoriales actuellement à l'œuvre en Colombie et qui font que la reprise de certains territoires représente une manne financière importante pour certains leaders politiques anciens FARC. Alors, vous parlez de territoire. Vous, votre travail de recherche se fait sur ce qu'on appelle un terrain. Donc, c'est le jargon pour les chercheurs pour désigner l'endroit où ils vont mener leur recherche. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve ce terrain, le décrire, essayer de nous faire comprendre ce que c'est quoi votre quotidien de chercheuse là-bas? Alors moi, je m'intéresse surtout au mouvement paysan et donc aux revendications qu'il y a eu ces dernières années autour de la terre, des ressources naturelles et plus largement ce qu'on appelle le territoire, qui peut recouvrir en fait un sens aussi culturel, une façon de vivre avec son environnement et de vivre de son environnement. Je me suis intéressée en particulier à des paysans sans terre qui vivent dans le centre de la Colombie. Et qui donc n'ont pas de terre et se sont installés au fur et à mesure des déplacements forcés de diverses régions, se sont installés sur des terres qui appartiennent à l'État. Ils attendent aujourd'hui de pouvoir avoir un titre de propriété sur ces terres, un titre qui leur donnerait la possibilité de mettre en place plusieurs projets de production agricole, de pouvoir vendre leurs produits et puis ils espèrent avoir des infrastructures, des institutions pour l'éducation de leurs enfants, mais aussi des postes de santé. Et cette même situation, on la retrouve sur mon deuxième terrain, qui est situé sur la côte pacifique nord, donc à la frontière avec le Panama. Et là, ce sont des communautés afrodescendantes, c'est-à-dire que ces communautés se sont rassemblées en collectif et ont la propriété collective des terres.
Ces communautés font face aux mêmes difficultés structurelles en Colombie, qui est la pauvreté dans les campagnes colombiennes, difficulté à accéder aux services de base et puis à vendre leurs produits agricoles, et en plus à une détérioration de la sécurité dans les campagnes. Il faut rappeler que la plupart des leaders sociaux qui se sont mobilisés ces dernières années ont soit été menacés et pour certains assassinés. Il y a une recrudescence des assassinats de défenseurs des droits de l'homme, de leaders sociaux paysans, afrodescendants et indiens. Et donc, dans ces communautés-là, il y a une mobilisation importante pour justement que la paix existe localement. Et ils la font exister par différents types de projets qu'ils espèrent développer. Mais pour cela, ils attendent les financements et ils attendent que la paix arrive enfin dans ces campagnes. Alors, quand vous dites ils sont menacés par qui? Parce qu'on parle beaucoup de forces paramilitaires, par exemple, des forces qui ont été constituées pour faire face justement à la guérilla. Qu'en est-il exactement? Que se passe-t-il aujourd'hui à ce niveau-là? Aujourd'hui, il y a une grande confusion, une multiplication d'acteurs armés en Colombie. Vous avez en effet les paramilitaires ou héritiers des paramilitaires, qui sont en fait plusieurs petits groupes qui se sont scindés avec chacun des noms qui se revendiquent des noms de paramilitaires, d'anciens paramilitaires, qui sont en fait des narcotrafiquants et des structures armées et de la sécurité privée, qui à la fois protègent certaines entreprises qui sont installées illégalement sur ces territoires, mais qui aussi essaient de capter les ressources, notamment liées au trafic de drogue. Donc, vous avez tous ces groupes-là. Il y a également une recrudescence de certaines guérillas qui n'ont pas fait partie d'un processus de paix, l'ELN, notamment l'Armée de libération nationale, plus de 2000 hommes actuellement, l'EPL, une guérilla plus petite mais présente dans certains territoires, qui est l'Armée populaire de libération, et vous avez ce qu'on appelle les dissidences des FARC, des groupes qui faisaient partie de fronts des FARC, qui ne se sont pas démobilisés, qui n'ont pas fait partie du processus de paix et qui aujourd'hui sont en recrudescence également. Et donc tous ces secteurs armés-là se battent pour ces ressources et menacent ou bien assassinent les leaders qui tentent justement de porter des projets alternatifs. Donc ce processus de menaces, ces assassinats, parce qu'on a eu récemment des élections, à la fois municipales et régionales, qui ont été marquées par un regain de violence, puisqu'il y a eu plus de 7 assassinats, je crois, de candidats. Est-ce que ça explique la décision de certains commandants, et notamment de Iván Martínez, de revenir aux armes? Si vous voulez, Iván Márquez et Jesús Santrich ont pris leur décision depuis un petit moment, parce qu'en fait, Iván Márquez aurait dû déjà siéger au Congrès, puisqu'il y avait un siège qui était réservé dans le cadre de l'accord de paix. Il n'a pas siégé. Jesús Santrich était menacé d'une extradition aux États-Unis, et donc il avait pris le maquis depuis un certain temps. Donc je pense que leur décision était déjà antérieure à tout cela. Et en effet, il y a un vrai problème d'insécurité actuellement. Ça touche les leaders sociaux dont je vous ai parlé, les défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs de l'environnement. Ça touche aussi les anciens combattants des FARC qui sont aujourd'hui cantonnés dans des espaces de réintégration. Et plus de 130 ex-combattants ont été assassinés dernièrement. Ça touche aussi les candidats aux élections municipales et régionales, notamment dans les régions qui sont touchées par la production de coca. Et en particulier, les communautés indiennes, notamment ce week-end, dans le Cauca, ont été fortement touchées, puisqu'il y a eu 13 assassinats récemment de personnes qui s'opposent justement à ce que, dans leur territoire, s'implantent ces groupes armés pour mettre en place des projets qui sont totalement incohérents avec leur façon de vivre. Donc si je vous comprends bien, l'un des acteurs principaux aujourd'hui et qui peut expliquer aussi cette situation, ce sont les trafiquants de drogue. Alors, qui sont-ils, ces trafiquants de drogue? Parce qu'on a beaucoup d'images, notamment des FARC qui seraient impliqués dans le trafic de drogue, la présence des Mexicains. Alors, quelle est la réalité, en fait, à la fois du trafic de drogue et aussi des trafiquants de drogue dans certaines régions colombiennes? Pour être honnête, pour l'instant, on a bien sûr très peu de recherches de terrain sur ces questions-là. Il ne peut y avoir que des suppositions. Et en plus, ça va très très vite. Il y a beaucoup de reconfigurations territoriales, d'alliances même un peu surprenantes parfois, de conflits entre dissidences, entre guérillas et entre groupes paramilitaires pour ces espaces. Donc on a du mal un petit peu à voir comment évoluent les choses localement. Mais je pense qu'il ne faut pas faire
tout centré sur cette question de la lutte contre la drogue, parce qu'en fait, derrière, il y a aussi un manque de volonté politique énorme à ne pas mettre en place cet accord de paix. Pourquoi il y a une reconfiguration des acteurs? C'est bien parce qu'il y a des espaces entiers qui ont été laissés libres quand les FARC se sont démobilisés, mais l'État n'est pas arrivé à temps pour occuper ces espaces, à la fois militairement, mais surtout au niveau des structures éducatives, de santé et de réelles alternatives pour que les personnes puissent sortir de cette situation de pauvreté et ne pas être obligées de cultiver la feuille de coca. Et un des points importants justement dans l'accord de paix, le point important, c'est la question de la réforme agraire qui n'a pas été mise en place et la question de la substitution des cultures de coca. Alors, est-ce que c'est cette question du manque de présence de l'État, en fait, que vous évoquez, c'est une décision politique de la part du président Iván Duque, ou c'est juste que l'État colombien, de toute façon, est trop faible et ne peut pas être présent partout? L'État colombien, il est loin d'être faible. C'est une puissance militaire importante qui a été largement financée par les États-Unis. Donc l'armée colombienne est très importante. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est arrivé à un accord de paix, parce que les FARC étaient aussi dans une sorte de défaite militaire, ou du moins reculaient sur le terrain. Mais c'est surtout qu'il y a un manque de volonté politique parce que l'administration d'Iván Duque n'a pas été élue pour mettre en œuvre un accord de paix et n'a pas négocié cet accord de paix. Et on peut le voir dans tout le détricotage qui a été fait de toutes les mesures mises en œuvre et décidées dans l'accord de paix. Tout est en train d'être détricoté, à la fois que ce soit pour la justice, pour les victimes, sur le point agraire où les fonds n'arrivent pas, les terres n'ont pas été mises à disposition et les budgets n'ont pas été votés. Quand on regarde le plan national pour le prochain quinquennat, il n'y a aucun budget pour les accords de paix. Et ça, c'est très inquiétant parce qu'on n'a pas vraiment de paix qui arrive sur le terrain. Et donc face à cette présidence, qui est une droite dure, est-ce qu'on peut la qualifier de droite dure, Iván Duque, ou comment on pourrait la qualifier si on devait utiliser des concepts qui ne sont peut-être pas forcément... Disons que Iván Duque, bien sûr, est en quelque sorte l'héritier d'Álvaro Uribe, qui était l'ancien président colombien, qui était plutôt dans une posture guerrière de droite dure, en effet, et qui avait mis en place le plan Colombie financé par les États-Unis. Cependant, Iván Duque, il a su aussi compter sur une droite un peu plus modérée pour son élection. Donc lui-même est tiraillé entre ces différents pans. Il est tiraillé aussi par la communauté internationale, puisque la communauté internationale a envie que cet accord de paix se mette en œuvre. Les financements ont été accordés au niveau international. On attend que ça se mette vraiment en œuvre concrètement. Puis il y a tout un tas d'ONG aussi qui fait vraiment pression, et ce sont elles d'ailleurs qui disent qu'il y a un manque de volonté politique réelle. Mais oui, on est face à une droite dure en Colombie avec Iván Duque. Et face donc à cette droite dure, est-ce qu'il y a une opposition qui s'est structurée? Est-ce que par exemple les anciens des FARC qui ont réintégré la vie politique participent à cette recomposition, ou qu'en est-il exactement? Puisqu'il y a eu des élections récentes, on peut peut-être en tirer quelques analyses. Le parti FARC, donc, qui a été créé suite à la démobilisation de la guérilla FARC, est aujourd'hui insignifiant en termes électoraux. Ils ont fait moins de 1% aux élections présidentielles. Ils ont seulement un candidat qui a percé pour les élections municipales. Donc il est presque insignifiant, mais parce qu'il souffre d'une stigmatisation historique, bien évidemment, en reprenant le même nom, et puis il porte bien sûr le poids de la lutte armée derrière lui. Cependant, il y a une reconfiguration à gauche. Il y a eu le candidat Gustavo Petro aux élections présidentielles, qui a fait un score assez important avec une union des gauches. Cependant, cette union des gauches, on ne l'a pas revue pour les élections municipales. On a plutôt un éclatement des partis, avec de nombreux indépendants qui ont été élus lors de ces élections municipales. Et ça, c'est une nouvelle donne, puisqu'on a des candidats qui soit appartiennent à aucun parti, soit sont issus de coalitions hétéroclites de partis, et on se demande du coup quelle politique ils vont mettre en œuvre. Justement, vous parlez de ces figures indépendantes qui ont été élues. On a beaucoup parlé de cette femme, de Claudia López, je crois, qui a été élue. C'est la première fois qu'une femme est élue maire de Bogota. Son slogan, c'était « Si se puede », on peut le faire. Alors, quelle est-elle ?
Alors, Claudia López, c'est une figure assez récente en fait sur la scène politique colombienne. Elle a été sénatrice auparavant et puis elle a aussi travaillé dans une ONG qui a beaucoup œuvré sur les questions de la paix. Et elle s'est surtout illustrée pour son combat contre la corruption. Et c'est vraiment avec cette thématique-là qu'elle est parvenue à la fois à se faire connaître au Sénat, puis à se faire connaître au sein de l'élection municipale à Bogota. Bogota, c'est bien sûr la première ville du pays, c'est bien sûr une ville très regardée, ça ne représente pas forcément toujours, disons, le pouls électoral de la société colombienne. Par contre, c'est une figure qui va jouer un rôle très important parce que cette thématique de la corruption, on sent qu'elle est présente pour les Colombiens ces dernières années. Elle revendique aussi son homosexualité. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose de particulièrement nouveau en Colombie? Est-ce que c'est une société plutôt traditionnelle qui est machiste? Enfin, on a cette idée d'une société machiste, plutôt catholique. Qu'en est-il? C'est assez paradoxal parce que vous avez à la fois des personnalités comme Claudia López, donc, qui a revendiqué son homosexualité, qui en a fait aussi une politique de défense des minorités sexuelles. Il y a d'autres personnalités importantes, je pense notamment à certaines défenseurs des droits de l'humain qui ont revendiqué aussi leur caractère transsexuel. Donc il y a des personnalités comme ça importantes dans la société colombienne qui sont médiatiques et qui sont acceptées. Et à la fois, on a aussi, notamment dans les régions, un certain conservatisme. On peut rappeler que lorsque l'accord de paix a été rejeté, c'était en partie parce que une partie de la population, bien sûr avec de l'huile sur le feu de la part des conservateurs, pensaient qu'on allait institutionnaliser une théorie du genre, tout ça parce qu'il y avait un axe genre, prise en compte du genre dans l'accord de paix. Et c'était un des motifs de rejet de cet accord de paix. Donc il y a aussi une manipulation très importante sur ces questions-là qui perdurent en Colombie. C'est assez paradoxal. Alors on va se déplacer, on va regarder une frontière qui a l'air d'être une frontière toujours un peu explosive, qui est la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Et donc en septembre, alors le président Maduro, le président vénézuélien, a annoncé la mobilisation de milliers de, je ne sais plus le nombre exact de militaires, mais en tout cas il a dit je vais mobiliser des militaires à la frontière, etc. Alors est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou est-ce que c'est un processus qu'on voit régulièrement? Comment on peut expliquer cette confrontation entre le Venezuela d'un côté et la Colombie de l'autre? Alors, deux choses à ce sujet. D'une part, les FARC ont une relation idéologique et politique ancienne avec les différents gouvernements vénézuéliens, et ce n'est pas une nouveauté. La frontière a toujours opéré comme ça, comme un refuge pour ces guérilleros. Donc là-dessus, il n'y a pas de nouveauté. De plus, deuxième point, les diatribes verbales entre les deux présidents, entre Chavez de l'époque et Alvaro Uribe et maintenant Maduro et Ivan Duque, sont quotidiennes dans les relations colombo-vénézuéliennes. Et en plus, je crois qu'Ivan Duque a reconnu Guaidó, Juan Guaidó, bien sûr, l'autoproclamé président rival de Maduro. Bien sûr, ce qui a été vraiment la déclaration qui a fait que les relations diplomatiques ont été rompues, mais finalement, il faut analyser ces prises de parole avant tout comme des arguments dans leur politique intérieure. Maduro, en difficulté, cherche à mettre de l'huile sur le feu vis-à-vis de la Colombie pour réaffirmer une posture anti-américaine, puisqu'il considère que la Colombie est un peu l'Israël d'Amérique latine. Et d'un autre côté, on a Ivan Duque qui, bien sûr, va utiliser ce registre du castro-chavisme et d'une opposition au castro-chavisme comme une rhétorique pour consolider sa propre position politique. On n'a pas parlé du rôle des États-Unis aujourd'hui en Colombie. Quel est-il ? Le rôle des États-Unis a toujours été important puisqu'ils ont financé énormément, formé l'armée colombienne, ce qui fait que c'est une armée qui aujourd'hui a de nombreuses compétences. Mais bien sûr, c'est une position qui est beaucoup critiquée, puisque l'armée colombienne n'est pas exempte de nombreuses exactions vis-à-vis des populations civiles, notamment des populations qu'elle accusait d'être des guérilleros
alors que c'était des gens qui étaient des paysans qui vivaient normalement chez eux. Donc il y a un rôle très très important, et notamment dans les relations diplomatiques actuelles, puisque les États-Unis font pression sur un des points de l'accord, qui est la question de la substitution des cultures de coca, parce qu'ils sont dans une logique anti-narcotique très importante. Mais on ne peut pas réduire l'accord de paix en Colombie, tout un processus de paix, à une guerre contre la drogue. On a vu, alors ça c'est d'un point de vue plus régional, alors parlons pas du Chili, mais en tout cas en Équateur, on a vu une mobilisation des populations autochtones qui a abouti au retrait d'un certain nombre de projets qui étaient prévus par les autorités dans le cadre d'un règlement avec le FMI. Est-ce qu'on pourrait voir surgir, ou est-ce qu'on a vu déjà surgir ce type de mouvement en Colombie ? Il y a de nombreux mouvements sociaux en Colombie. Dans les campagnes, il y a de nombreuses organisations sociales, un tissu social très riche, à la fois des organisations paysannes, notamment celles que j'ai étudiées, des organisations indiennes qui sont aussi très bien organisées et qui arrivent à faire pression localement. Elles ont organisé des mingas, c'est-à-dire des marches et des blocages de routes pour faire reconnaître leur situation. Cependant, en Colombie, on fait face à un contexte bien différent, une insécurité très importante dans les campagnes. Et puis, pour pouvoir se mobiliser, il faut aussi être en capacité d'avoir un minimum de ressources. Et dans ces campagnes qui ont si longtemps été délaissées, il est très difficile de mettre en œuvre une mobilisation sur plusieurs jours pour faire pression à ce point. Mais les mobilisations existent et il y a un tissu social très présent. Merci Mathilde Alain pour tous vos éclairages et cette analyse qui va nous permettre de mieux comprendre un pays dont on parle peu encore en ce moment. Je vous invite à nous retrouver pour une prochaine édition de Un monde à vif.